Quand le soleil se couche, les régions les plus proches de l'univers apparaissent. Nos plus proches voisins, la Lune et Vénus, sont des phares stériles, des miroirs sans vie qui se contentent de réfléchir la lumière. Mais notre monde est un joyau brillant, débordant de vie, d'une immense variété et constamment changeant. Quand les premiers astronautes virent la Terre de l'espace, ils admirèrent un magnifique saphir, notre planète bleue. De jour, si nous passons sous les nuages, la Terre ressemble à n'importe quelle autre planète. Aucun signe de vie de la présence des hommes. La nuit, le spectacle est différent. Ces lumières sont la Sicile. Celle-là, le delta du Nil et Israël. Voici la Californie éclairée et à droite, Las Vegas. La puissance de l'homme brille de 1000 feux. En produisant de l'électricité, nous avons changé l'apparence de notre planète. Nous avons apprivoisé les forces de la nature qui nous a créés. En illuminant la nuit, nous avons peut-être assombri notre destin. Les lumières de nos villes rendent difficile l'observation des autres planètes. Nous devons les voir pour comprendre la nôtre, notre passé et notre futur. Libérée de toute pollution lumineuse, une batterie d'instruments fouille le ciel à la recherche d'indices qui définissent la place de la Terre dans le système solaire. Jupiter offre une version géante de notre climat. Saturne peut paraître différente, mais elle a été engendrée par les mêmes forces cosmiques qui ont créé la Terre. Les forces qui ont laissé des calottes glaciaires sur Mars et des coulées de lave sur Vénus. Notre planète se modifie sans cesse sous l'influence de deux grandes forces, la nature et l'action humaine. L'océan recouvre les 2/3 de la Terre, et c'est pour ça que, vue de l'espace, la Terre paraît si bleue. Mais c'est sur la Terre que l'influence de l'homme se fait surtout sentir. Nous cultivons la terre et nous extrayons le pétrole. Nous avons construit des villes et des autoroutes sillonnent les continents. Nous avons transporté notre technologie dans l'espace pour nous ramener ces images. Mais la nature continue à nous défier. Au Japon, les tremblements de terre menacent sans cesse. Volcans et typhons secouent les Philippines. Sur le sous-continent indien, il y a des moussons, des cyclones et de terribles inondations. Le désert aride du Sahara échappe au contrôle de l'homme. Jusqu'à Christophe Colomb, l'Atlantique limitait la curiosité des hommes. Dans le bassin amazonien, la nature a créé des plantes et des animaux mieux adaptés que nous à la chaleur étouffante de la forêt. Des explorateurs sont morts en tentant de traverser les étendues glacées de l'Antarctique.
Pourtant, l'être humain refuse d'être dominé. Nous avons colonisé tous les coins de la Terre, des petites îles au vaste continent. Nous exploitons les ressources de la Terre et nous profitons des forces mêmes qui nous ont donné notre planète il y a 4,5 milliards d'années. Nous avons émergé d'un nuage cosmique, un disque tourbillonnant de gaz et de poussière. Le Soleil s'est formé au centre, et les planètes du disque qui l'entouraient sont nées des anneaux autour. Notre Terre primitive s'est formée à partir des éléments lourds de la partie centrale du système solaire. En se refroidissant, la surface a durci et une peau fragile s'est formée, percée de volcans crachant du feu et des gaz empoisonnés qui enveloppaient la planète. Mais au moins la Terre avait une atmosphère. Tandis que les gaz se condensaient, la pluie commença à tomber. L'eau remplit les dépressions. Les premiers océans entourèrent des continents primitifs. La planète Terre se colora de bleu. Pourtant, les volcans continuaient à cracher du feu. Aussi étrange que cela paraisse, c'est peut-être eux qui ont permis à la vie d'apparaître. Des molécules organiques complexes se sont probablement formées dans l'atmosphère à partir de ces gaz nocifs. Pendant les millions d'années que dura la pluie, ces molécules tombèrent du ciel dans les océans où se déroulèrent toute une série de réactions chimiques. Quelque part, dans les profondeurs des vagues, les premières cellules vivantes se formèrent. Des mers, elles se répandirent sur la Terre. Et tandis que l'atmosphère s'éclaircissait, le soleil brilla à travers les nuages. Les cellules se servirent du soleil comme source d'énergie et des plantes poussèrent. Elles colonisèrent le monde et produisirent un nouveau gaz. Dans le processus connu sous le nom de photosynthèse, la lumière du soleil et le gaz carbonique furent absorbés par les plantes qui produisirent de l'oxygène. Peu à peu, l'air devint respirable pour des animaux qui purent évoluer. Voici à quoi ressemblerait la Terre si tous les océans se vidaient de leur eau. Un relief aride de plaines, arêtes et larges canyons. Incroyablement semblable à Mars. Si la planète rouge avait des océans, elle serait bleue. Même Vénus, dépouillée de ses nuages, ressemble à la Terre. Elles sont jumelles par la taille. Un survol de Vénus révèle un terrain familier. Un sommet volcanique. Un paysage qui pourrait ressembler à l'aube de la Terre, s'il n'y avait une atmosphère infernale de gaz carbonique. Un effet de serre incontrôlé qui rend toute vie impossible. Mars et la Terre partagent le même héritage géologique. Les mêmes conditions météorologiques, érosion et failles qui ont donné naissance au Grand Canyon en Amérique et à la vallée du Rift en Afrique.
Il ne manque à Mars qu'une atmosphère respirable, des mers et des lacs, et la vie. Sur notre planète bleue, le Pacifique au nord de la Nouvelle-Guinée. La crevasse dans l'océan est la fosse des Mariannes, profonde de 11 km. La copie d'un canyon sur Mars. Les lignes de faille qui ont fait trembler la Californie. La fosse méditerranéenne qui sépare l'Europe de l'Afrique. La faille de la mer Rouge qui sépare l'Afrique de l'Arabie. Des volcans dans l'Atlantique. Tout cela pourrait se trouver sur Mars. Mais au contraire de Mars et de Vénus, la Terre change constamment. Dans la dorsale, au milieu de l'Atlantique, le fond de la mer se froisse et éloigne le continent américain de l'Afrique et de l'Europe à la vitesse de 2,5 cm par an. À partir d'un supercontinent unique, il y a 250 millions d'années, les masses terrestres se sont séparées. Elles se sont déplacées sur des plaques tectoniques flottant sur du magma fondu. Les points rouges représentent des volcans. Ils marquent les failles où les plaques se rejoignent. Les plaques s'encastrent les unes sous les autres ou, comme ici, se séparent. Les effets de leur séparation sont similaires aux phénomènes visibles dans ce lac de lave. Comme des plaques se rejoignant. Les conséquences peuvent être catastrophiques. Des photos satellites d'une colonne lors de l'éruption du mont Pinatubo aux Philippines. Transportées jusqu'à la stratosphère, les cendres volcaniques ont encerclé la Terre et la température de notre planète a chuté d'1,5 degré. Les causes des modifications de climat durable sont moins évidentes. Il y a 20 000 ans, la Terre connaissait une période glaciaire dont l'Antarctique est aujourd'hui le seul vestige. Dans l'hémisphère nord, les glaciers s'étendaient jusqu'à New York et Londres. Une période glaciaire peut survenir à nouveau sans que l'on sache ni quand ni pourquoi. Nous ne pouvons qu'être reconnaissants que l'avancée annuelle des glaces fasse partie d'un cycle saisonnier. Des mesures prises de 1979 à 1990 indiquent que les produits chimiques industriels ont pu altérer l'atmosphère. Un trou s'est formé dans la couche d'ozone, la couverture qui nous protège des rayons ultraviolets nocifs du soleil. Des dégâts irréversibles ont peut-être été commis. En Asie centrale, voici une autre conséquence possible de l'intervention humaine. La mer d'Aral. Les cultures et l'industrie ont perçu un lourd tribut de ces affluents. En 30 ans, la mer a diminué de 40% et les villages de pêcheurs qui l'abordaient sont maintenant dans les terres. Nous pouvons abîmer notre planète. Dans le golfe Persique, nous avons craint que les puits de pétrole enflammés lors de la guerre du Golfe en 1991 ne contribuent au réchauffement global. Le Koweït a connu un hiver nucléaire et Bahreïn l'hiver le plus froid depuis 35 ans. Mais autant que nous pouvons en juger, la nature nous a pardonné.
Au Brésil, toutes les 10 minutes, un hectare de forêt tropicale est abattu et brûlé. Quelles sont les conséquences sur notre provision d'oxygène et est-ce que ces feux augmentent l'effet de serre? Le climat de la Terre est conditionné par l'air chaud qui s'élève à l'équateur et remonte vers les pôles. Aux latitudes intermédiaires, cet air chaud rencontre de l'air froid qui descend des pôles. Ces mouvements déterminent les conditions météorologiques. Mais notre climat est surtout contrôlé par le Soleil. Sa chaleur est conservée dans notre atmosphère par le dioxyde de carbone. L'équilibre est fragile. Trop de gaz carbonique ferait de la Terre une serre, comme Vénus. Le Soleil tire son énergie du réacteur nucléaire en son centre. Des éruptions de feu, plusieurs fois plus grandes que la Terre, s'échappent dans l'espace. Des explosions égales à plusieurs millions de bombes nucléaires envoient des ondes de choc à travers la surface du Soleil. 150 millions de kilomètres plus loin, cette furie se transforme en lumière et chaleur bienveillante. Sans le Soleil, la photosynthèse serait impossible. Il n'y aurait donc pas d'oxygène pour respirer. Il n'y aurait pas de nourriture pour les milliards d'espèces qui peuplent la Terre. Pas de carbone pour construire les troncs d'arbres qui nous donnent charbon et pétrole. Notre planète bleue met 1 an pour tourner autour du Soleil, et c'est l'inclinaison de l'axe de la Terre qui détermine les changements des saisons. Quand un hémisphère est tourné vers le Soleil, c'est l'été. Dans l'autre, où les rayons du Soleil sont plus obliques, c'est l'hiver. Jour après jour, saison après saison, l'angle de la lumière du Soleil change. Et la couleur de notre planète se modifie. Ici, en Afrique, des images prises par satellite reflètent le cycle des saisons, la croissance et la décomposition de la végétation. Sur une échelle globale, la Terre a 2 ceintures de végétation, une dans chaque hémisphère. Comme les partenaires d'une danse éternelle, elles avancent et reculent en rythme avec la fonte et le gel des calottes glaciaires. La Terre est plus verte quand l'hémisphère en été est penché vers le Soleil. La navette spatiale et les satellites voient ce qui se passe sous la croûte terrestre. Grâce à des radars spéciaux, ils traversent non seulement les nuages, mais les océans et les couches supérieures de terre. Ils voient à travers les déserts pour suivre le cours de rivières asséchées et à travers la jungle d'Amérique centrale pour suivre d'anciennes routes mayas. Ici, en fausse couleur, le jaune révèle une vieille neige compactée au milieu d'une neige fraîchement tombée en Californie. Les taches violettes sont des nouvelles coulées de lave du volcan Mauna Loa sur l'île d'Hawaï. En Amérique du Sud, la lumière bleue indique les forêts abattues dans le bassin amazonien. Les glaciers des Alpes autrichiennes aident à identifier les conditions dans les montagnes moins accessibles. Et pour qui sait voir, une ville perdue sous les sables d'Arabie. Grâce au radar de l'espace, nous pouvons réaliser des cartes tridimensionnelles. Cette île se trouve dans les Galapagos. Les ordinateurs peuvent nous faire voyager partout dans la base de données et nous permettre de mieux explorer notre monde.
À nouveau, une carte en 3 dimensions de la vallée de la mort en Californie. Vue d'un satellite, la péninsule de Monterey, en Californie. Mais ce vol est différent. Il nous entraîne sous les vagues et dans les océans. Au-dessus, des radeaux de plancton vert et en dessous, le fond de l'océan Pacifique. L'ordinateur peut ajouter les courants, ces grands mouvements des eaux qui transportent le froid et le chaud autour du globe, les vents de l'océan. Des images prises par des satellites et affinées par des ordinateurs, des cartes pour les marins, des plans de culture pour les fermiers. Après le Soleil, c'est la Lune qui exerce la plus grande influence sur la Terre. Pendant 4,5 milliards d'années, la résistance liée à la gravité lunaire a peu à peu ralenti notre rotation. Sans la Lune, la Terre tournerait si vite qu'une journée ne durerait que 10 heures. Comparée à la Terre, la Lune est minuscule. Elle tiendrait sur la surface de l'Amérique du Nord. Le diamètre de la Terre est presque 4 fois plus grand que celui de la Lune. La Terre mesure presque 13 000 km de diamètre. 30 terres mises bout à bout couvriraient la distance de la Terre à la Lune. La Lune est si proche qu'elle exerce une forte attraction gravitationnelle, ce qui nous donne nos marées. La Lune attire les mers, 2 fois par jour. La combinaison de son mouvement orbital et de la rotation de la Terre entraîne un flux et un reflux qui peuvent transformer une île en une péninsule. La Lune n'est pas assez grande pour retenir une atmosphère. Le petit pas de Neil Armstrong tirait son énergie d'oxygène importé de la Terre. Si nous voulons pouvoir nous installer sur la Lune, il faudra créer notre environnement. Il faudra y faire pousser des plantes pour se nourrir, recréer les cycles de la Terre dans une capsule. Dans les siècles à venir, nous deviendrons peut-être une race de fermiers de l'espace. Nous irons en vacances dans des stations touristiques en orbite autour de notre monde. Nous pourrions remodeler Mars à l'image de la Terre, mais où que nous allions, nous devrons transporter avec nous les systèmes qui permettent la vie, développés uniquement par notre planète bleue.